en 2024. J'ai l'honneur et la chance de présider notre délégation au sein du groupe vert. Le groupe vert au Parlement européen, c'est 54 personnes, près, sur un Parlement qui est composé de 720 députés. Donc vous voyez que 53 sur 720, c'est une proportion limitée. Ce Parlement européen, ça va vous rappeler quelque chose, en gros divisé, si je veux dire, en 3 gros blocs. Un bloc d'extrême droite, qui est composé de 3 groupes d'extrême droite. D'ailleurs, petite parenthèse, la France a l'honneur, si je veux dire, d'être représentée dans l'ensemble de ces 3 groupes d'extrême droite, avec Sarah Knafo dans le plus petit groupe de ces groupes d'extrême droite, qui est, si on peut faire des nuances entre les 3, le plus de 500 des 3, donc il est vraiment très. Où il y a l'AfD, par exemple, un nazi allemand, il y a une trentaine de personnes. Il y a un groupe d'extrême droite qui est co-présidé par Jean Bardella, qui s'appelle Patriotes pour l'Europe, dont la principale composition de ce groupe, c'est évidemment l'apport des députés à l'Assemblée nationale française et des députés qui soutenaient, qui fait toujours le parti de Jordan. Excusez-moi. Et il y a un autre groupe d'extrême droite, dans lequel le siège des amis de Mélanie et pour la France, Marion Maréchal Le Pen, par exemple, qui s'appelle ECR. Donc ça, c'est un des critères du Parlement européen, c'est la bouche 200 députés, en gros. Il y a un axe au milieu qui est le PPE, qui est le principal groupe du Parlement européen, qui a à peu près 180 personnes. Il y a un groupe dit centriste, Renew, qui est composé de 80 personnes à peu près, dans lesquelles il y a un anachronisme. Ça, c'est le deuxième tiers. Et il y a un troisième tiers, en gros, où il y a les socialistes, où il y a les écologistes, et où il y a la left, qui est le parti où le groupe où il y a la France insoumise. Donc, grosso modo, tout ça, ça fait 3 tiers. Pourquoi je dis que ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça ressemble un peu à ce qu'on a à l'Assemblée nationale en réalité, avec un tiers facho, un tiers LR, soi-disant centriste, et un tiers gauche, avec à peu près les mêmes résultats en termes d'alliance de circonstances, en pire, on a l'impression quand même au Parlement européen, où, grosso modo, sur tous les sujets dont on va parler, que ce soit l'écologie, le social, les droits humains, etc., il y a des coalitions de fait qui se font entre l'extrême droite et le groupe de droite. C'est évidemment quelque chose à prendre en compte, puisque si vous comptez à peu près bien, j'ai tiré 3 tiers, quand il y a 2 tiers qui se mettent d'accord, c'est pas très facile pour le 3e tiers de peser dans le bordel. Autre élément, à eux seuls, la droite PPE plus les 3 groupes d'extrême droite ont une majorité, même sans les centristes et la droite. Ce qui rend encore plus, évidemment, difficile le fait de grappiller des majorités alternatives à tous les trucs dégueux que la droite et l'extrême droite doivent ensemble. S'ajoute à cela l'action de la présidente de la Commission européenne, qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est issue du PPE, qui est censée, en tout cas c'est comme ça qu'elle avait présenté sa candidature, être la garante d'une majorité pro-européenne, c'est-à-dire soutenue par, d'ailleurs c'est les voix qui vont terminer d'être élues, le PPE, les centristes, les socialistes et une partie du groupe vert, pas les Français, les francophones, mais une partie du groupe vert, et elle a été élue, très mal, c'est la présidente de la commission qui a été la plus mal élue, à une quarantaine de voix près, une trentaine de voix près. Sa commission, elle plus les commissaires européens. Et l'action de M. Lavandarieux, entre autres, et je finirai là-dessus, de proposer à l'agenda parlementaire, dont elle a le monopole de la décision, là aussi quasiment comme en France, ce qu'on appelle les omnibus. Est-ce qu'il y a des gens qui. Est-ce que tout le monde. Non, les omnibus, ça vous parle? Oui, non, voilà. Les omnibus, c'est un dispositif. Oui, les omnibus, en général, les écolos, on aime bien. Hein, là, vous n'aimez pas. Les omnibus, c'est un dispositif législatif qui permet, dans sa conception au départ, de remettre au niveau, enfin de remettre d'équerre plusieurs textes réglementaires européens.
Mais ce dispositif-là, il avait été conçu pour des mises à jour quasiment rédactionnelles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs textes de loi européens qui parlaient à peu près de la chose, mais il y avait des termes qui n'étaient pas tout à fait les mêmes entre les plus anciens textes et les plus nouveaux. Et du coup, techniquement, on repassait devant quand même le Parlement européen, mais c'était une mise à jour quasiment, j'exagère, des écritures. Aujourd'hui, à la connaissance et inédit, il y a un usage excessif de ce dispositif parlementaire qu'est les omnibus, non pas pour écrire à la marge des textes de loi existants, mais pour les dévitaliser complètement par rapport à ce qui était leur impulsion et leur vocation et leur ambition initiale. On en est au 8e ou 9e de mémoire. Le plus, enfin, il y en a plusieurs qui sont très problématiques, mais un son dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celui sur le devoir de vigilance, qui était un texte qui n'était pas encore entré en application, qui avait été voté à l'arrache à la fin de la mandature précédente, à l'issue d'un combat politique épique. C'est un texte qui avait une ambition quand même mesurée, qui permettait à la vigilance de fliquer un peu les multinationales sur leur sous-traitants, sur liste, et cette transparence qu'on leur imposait, ce devoir de vigilance qu'on leur imposait, elle permettait d'asseoir nos réglementations sociales et environnementales avec des données pour pouvoir contrôler ces multinationales. Or, là, l'omnibus sur le devoir de vigilance a complètement digitalisé, ce qui fait qu'on s'est complètement amputé de nos capacités à contrôler la l'illégalité potentielle des multinationales quand elles font appel à certaines sous-traitances, qui ne respectent pas les droits environnementaux et sociaux. Bref. Et donc, on a subi, ça c'est vraiment plein d'omnibus de ce type-là qui sont en train de détruire complètement ce qui avait été le pacte vert lors de la réforme de voiture. Voilà, qui était beaucoup plus long que ce que je souhaitais être, mais je voulais vous faire part du climat politique dans lequel on travaille au Parlement européen, où vous avez là une convergence politique de fait qui se fait entre l'extrême droite et la droite. C'est un phénomène auquel on a assisté dans de nombreux pays européens, dans des coalitions gouvernementales, et là on voit que cette tendance contamine complètement l'Union européenne et le Parlement européen, ce qui est évidemment un grave péril par rapport à tout un tas d'enjeux. J'ai donné un exemple, vous allez voir, je pense, avec les interventions suivantes, mais ça touche beaucoup d'autres sujets. Pardon pour la longueur de mon propos introductif, je ne sais pas comment. Est-ce que je veux bien commencer, Philippe, pour que les gens fassent la connaissance en même temps des mamans, te connaissent sans doute, mais oui, parce que comme ça, après, ils vont savoir, ils ne vont pas se poser pendant toute l'intervention. Qui est là? Mais qui est là? Voilà, ça c'est d'accord? Oui, oui, moi je suis d'accord. C'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. On adore Tilly parce qu'elle est toujours d'accord avec nous. Donc oui, donc mon nom est Tilly Mess et je viens du Luxembourg et je suis au Parlement européen depuis juillet 2018. En effet, sans aller trop dans les détails, mais j'étais un peu parachutée là suite au décès du secrétaire d'État luxembourgeois. Et alors mon prédécesseur, qui était au Parlement européen pendant 19 ans, vous imaginez, a dû retourner au Luxembourg et moi on m'a dit, et toi tu commences lundi à Bruxelles. Voilà. Donc ça c'était en juillet 2018. Et puis voilà, et puis la délégation francophone française m'a adopté, moi, ainsi que ma collègue belge, Saskia Brickmont. Et voilà. Sur quel sujet je travaille? Mais je travaille sur différents sujets, mais mes priorités absolues, c'est dans le domaine de la santé publique. Donc je suis première vice-présidente de la commission santé, une commission qui a été nouvellement créée, qui existe maintenant, je pense, depuis 2 ans, ouais, plus ou moins. Officiellement, pas comme sous-commission, mais vraiment comme commission. Puis je continue à être évidemment aussi dans la commission environnement, agriculture, transport, voilà. Et sur quel sujet je travaille plus particulièrement, ou sur quel dossier je travaille particulièrement? David l'a déjà annoncé un peu en parlant de omnibus. Oui, je travaille sur un des fameux omnibus sur la sécurité alimentaire et sur la nutrition des animaux, et où effectivement ça a été grandement annoncé comme simplification, mais évidemment nous les écolos aussi on est pour une simplification, on ne demande pas X fois les mêmes données, etc. aux agriculteurs par exemple, mais ici il ne s'agit pas de simplification, c'est une déréglementation massive qui a eu lieu. Je l'ai dit ce matin aussi dans l'atelier. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on veut donner des autorisations illimitées, par exemple des pesticides toxiques,
qu'on veut se référer qu'à des études européennes. Donc, quand il y a une université, Grenoble, qui trouve qu'un produit est toxique ou qu'un pesticide est dedans, non, il faut que ce soit l'accord au niveau européen alors pour qu'on retire un produit. Voilà juste deux exemples. Donc, c'est un omnibus qui va entamer de grandes discussions. C'est toujours le même scénario que David a déjà annoncé aussi. C'est que les conservateurs, les EPP, donc je suppose principalement vos républicains, vont s'allier probablement avec l'extrême droite pour faire passer ces dossiers. Parce que c'est un peu ça le scénario dans plein de dossiers sur lesquels, en tout cas moi je travaille. Ils nous disent, ou bien vous comprenez, vous êtes d'accord avec nos amendements, sinon c'est pas grave, on se rallie avec l'extrême droite. Donc Omnibus, c'est un dossier, je travaille aussi sur le plan européen de la lutte contre le cancer pour les Verts, et là c'est très important d'attaquer les déterminants commerciaux de produits tels que le tabac ou l'alcool, parce que le lobbyisme dans ce domaine, il est énorme. Et c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer clairement aussi quand on parle de prévention du cancer, sachant que 40% des cancers, en fait, seraient évitables si... Ouais, ça sent bizarre. Mais seraient évitables, oui, quoi. Si on appliquait vraiment des critères plus stricts, point de vue protection de l'environnement, point de vue déterminants commerciaux, etc. Je travaille aussi sur un dossier qui me tient beaucoup à cœur depuis des années, comme pour moi le fil conducteur, c'est cette approche dont j'ai parlé ce matin, c'est One Health, donc vraiment de vraiment faire en sorte que l'environnement soit sain, et alors évidemment aussi la façon dont on traite les animaux soit respectueuse le plus possible, puisqu'on sait très bien que oui, le bien-être animal, la santé des animaux a une répercussion directe aussi sur la santé humaine. C'est un argument que j'utilise aussi pour convaincre les opposants au bien-être animal, et il y en a beaucoup. Et je travaille donc aussi sur la protection des animaux pendant le transport. Ce que vous dites, bon, c'est un détail dans l'histoire. Moi, je dis toujours, toucher au transport des animaux, c'est toucher une petite grille de toute la politique agricole commune. Et beaucoup de gens veulent continuer le business as usual, c'est-à-dire continuer avec l'agriculture intensive, continuer avec l'exploitation massive, non seulement de l'environnement, mais aussi des animaux. Donc, il y a une proposition massive. Je suis rapportrice, co-rapportrice pour cette réglementation pour le Parlement. Vous dites, alors tout est bien. Non, parce que mon co-rapporteur, Daniel Boula, de Roumanie, du EPP, donc des conservateurs, il défend vraiment le lobbyisme des multinationales. Et voilà, il dit très clairement, il dit, je m'en fous de ce que toi tu penses et du bien-être animal. Moi j'ai une majorité avec l'extrême droite, donc oui, tu peux toujours déposer des amendements. Donc c'est très frustrant et ça me met énormément en colère. Et vous le sentez, je pense. Voilà, des dossiers. Pour finir, quand même, sur une bonne nouvelle. Il y en a quelques-unes. Hein, dans le domaine de la santé, on a aussi maintenant quand même une directive très claire sur le Critical Medicines Act, donc sur le fait que l'Europe va maintenant ensemble faire en sorte qu'on a une liste de médicaments critiques et aussi qu'il y ait plus de solidarité dans le domaine de la santé, notamment quand il y a un manque de médicaments dans un pays, qu'on puisse construire des réserves aussi dans un autre pays, etc. Donc ça, le Critical Medicines Act, donc de travailler de façon plus coordonnée dans le domaine de la santé, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, et je vais m'arrêter là, parce que je pense que sinon, il faut me faire signe. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin une roadmap, donc une timeline, et le mot en français, une pointe trajectoire. Pour sortir des tests sur les animaux. Donc il y a plein de domaines de la recherche, aussi de l'analyse de toxiques, etc., où on pourrait avoir recours aux NAMS, donc aux nouvelles méthodes de recherche sans animaux, et maintenant, enfin, on a une ligne et des objectifs. Bon, ce n'est pas de la législation, mais c'est quand même un premier pas important pour sortir ces millions d'animaux qui souffrent, là que je parle, chaque année, et de façon inutile, en plus souvent,
puisque 90% des tests sur animaux ne sont pas transférables sur les êtres humains, du moins dans le domaine de la médecine, et qu'aujourd'hui, on a des méthodes qui sont plus avancées, plus efficientes. Par exemple, et je m'arrête vraiment là, cette fois-ci, le cancer du sein, si on continue à faire des recherches là seulement par rapport aux animaux, on est dans une impasse. Alors qu'il y a d'autres méthodes, s'il y a des questions là-dessus, je suis évidemment prête à répondre, qui sont beaucoup plus efficientes sans souffrance animale qu'on pourrait utiliser. Donc, je voulais quand même finir sur deux aspects positifs. Mais sinon, s'il y a encore des questions, n'hésitez point. Merci beaucoup. C'est à moi, pardon. Peut-être me présenter, je m'appelle Elisa Carrara, je suis élue depuis maintenant 2 ans au Parlement européen. Je n'ai pas changé de commission depuis l'année dernière, mais pour celles et ceux qui n'étaient pas là, donc je suis membre de la commission femmes, c'est la commission qui traite des questions d'égalité femmes-hommes, des questions de genre. Je suis coordinatrice pour les Verts européens, c'est-à-dire que je négocie auprès des autres groupes au sein de cette commission. Je représente les Verts au sein de cette commission. Je suis au sein de la commission aussi LIBE, donc qui traite des questions de l'état de droit, des questions migratoires, et j'y reviendrai un peu plus tard dans mon intervention, mais je traite plus spécifiquement des questions migratoires au sein de cette commission, mais aussi des questions de minorité, parce qu'on sait que les attaques notamment contre les droits des femmes, contre les droits des personnes LGBT, sont très liées à la question de l'état de droit, puisque c'est notamment par ce biais qu'on va commencer à attaquer l'état de droit. Je suis aussi membre de la commission pêche, je suis co-présidente avec notamment Rima Sal, de l'intergroupe lutte contre le racisme, membre de l'intergroupe LGBT+. Bon, voilà, je vais très vite après. Donc voilà, je traite au sein du Parlement européen de toutes les questions d'égalité, les questions migratoires, les questions des droits fondamentaux. Et comme l'a rappelé David, on est dans un moment un peu particulier avec 3 groupes d'extrême droite qui s'attaquent très frontalement aux droits les plus fondamentaux des personnes et des groupes d'extrême droite qui sont aidés par une droite qui a perdu sa boussole et qui se tourne de plus en plus vers les extrêmes droites. Donc peut-être commencer par du positif, puis après ça sera un peu plus négatif puisque je parlerai des sujets migratoires que je traite, et c'est là où les attaques sont plus frontales. Vous dire que face à cette avancée réactionnaire, en fait, on a une réaction de la société civile. Et on arrive à créer des alliances, on arrive à créer des ponts, on arrive à créer des connexions qui permettent des victoires. Je voudrais d'abord vous parler de la victoire autour de l'initiative citoyenne européenne. Je ne sais pas si vous connaissez les ICE, mais c'est des mécanismes qui permettent à des citoyens européens de demander à la Commission d'agir sur un sujet, et il faut pour cela avoir 1 million de signatures, et la ICE Ma Voix Mon Choix demander à la Commission d'agir sur la question de l'avortement. Ce qu'elle a demandé, notamment les féministes la coalition féministe autour de cette initiative, c'était un mécanisme de solidarité européen, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une partie des Européennes qui n'ont pas accès à l'avortement. Je pense notamment à Malte, où c'est totalement interdit. En Pologne, où c'est le pire empire, et notamment avec l'arrivée il y a quelques années du PiS, ça ne s'est pas arrangé avec la victoire de la droite, mais quand le PiS est arrivé, ils ont empiré les choses, et donc il est quasiment impossible aujourd'hui en Pologne d'accéder à l'avortement. Il y a aussi en Hongrie où, par exemple, avec la victoire d'Orban, il avait demandé à ce que les mères écoutent le fœtus, le battement du cœur du fœtus. En Italie, avec Meloni, ils ont autorisé les anti-avortements à rentrer dans les centres privés. Enfin, voilà. Le droit à l'avortement en Europe aujourd'hui est profondément attaqué, et c'est l'un des grands combats de l'extrême droite aujourd'hui au sein de la commission femmes notamment, c'est de revenir sur ce droit fondamental. Et face à ça, en fait, il y a des féministes de toute l'Europe qui se sont réunis et qui ont fait une initiative, et cette initiative a été victorieuse. Elle a été victorieuse parce qu'elles ont fait alliance avec les députés progressistes, elles ont réussi à faire des alliances aussi avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Il y a eu en fait, elles ont montré le chemin d'une victoire possible en créant une alliance entre des députés, entre la société civile organisée et entre les citoyens, puisqu'il fallait ce million de signatures. Et face à ce million de signatures, la Commission a fait une réponse positive, et les députés
progressistes, on a beaucoup travaillé pour mettre la pression sur la Commission, et maintenant on va avoir un mécanisme de solidarité européen pour que toute personne qui a besoin de l'avortement puisse se faire rembourser un voyage dans un pays qui accepterait de prendre en charge les femmes qui ont besoin d'avortement. Donc, première victoire. Du mandat pour moi, dans ce contexte, faire gagner cette résolution qui dit que les femmes et toute personne doit avoir accès à ce droit fondamental, c'était quelque chose de très fort. Et on voit que cela, c'est grâce à la mobilisation de la société civile. Et c'est pas anodin qu'une deuxième initiative qui a fonctionné, c'est l'initiative sur l'interdiction des pratiques de conversion, des pratiques de torture qui veulent changer l'identité de genre ou l'orientation sexuelle des personnes. Et en fait, il y a une grande partie de la communauté LGBT qui est victime au sein de l'Union européenne de ces pratiques de torture. Et c'est la deuxième initiative qui a fonctionné. Et ça a fonctionné aussi parce qu'il y a eu, encore une fois, cette alliance entre la société civile et les députés progressistes. On a beaucoup travaillé avec la société civile et on voit que dans des moments comme ça d'adversité, c'est vraiment, il est encore possible de gagner. Il est possible de gagner quand on se rassemble, quand on fait un travail unitaire entre progressistes, quand on a les conditions de se connecter entre nous et de faire avancer la société civile et de faire déborder la société civile dans le Parlement. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est qu'on a notre travail d'amendement, de gestion de dossiers, de rapport d'archives, etc. Mais il est important de garder aussi cette connexion et même parfois d'aller au-delà, d'aller avec la société civile, et c'est ce que notamment j'avais décidé de faire en allant on est deux eurodéputés écolo à l'avoir fait, Benedetta Spinelli aussi, en allant sur la FOTI, parce qu'à un moment, le travail parlementaire peut avoir ses limites dans un contexte très dur, avec une extrême droite très puissante, et donc on trouve d'autres moyens. On trouve le moyen grâce au ICE, on trouve le moyen en allant sur des FOTI, voilà. Je pense que c'est important de garder, et c'est aussi la spécificité des écologistes, c'est de garder ces deux jambes, à la fois le travail institutionnel, mais aussi le travail activiste. Et je pense qu'on a un groupe, pour le coup, qui rencontre beaucoup d'ONG. On était le groupe le plus présent l'année dernière à la Prague de Budapest. On est vraiment un groupe qui tente, et qui est sur le terrain, et qui tente de maintenir ce lien avec la société civile organisée. Et c'est très important, vu les attaques frontales que l'on voit, et notamment, là, une des grandes batailles, je pense que tu avais vu sur le budget. Une des grandes batailles, ça va aussi être de sauvegarder les financements des assos, parce qu'il y a des attaques, notamment de la droite et des extrêmes droites, parce qu'ils savent très bien que partout où l'État de droit recule, c'est parce qu'il y a eu une attaque de la société civile organisée qui résiste. Partout où j'étais sur le terrain, en fait, face à des reculs majeurs, c'est toujours cette société civile qui est sur le terrain, qui s'organise, qui organise des mobilisations, justement, pour rétablir la justice, pour que tout le monde relève la tête et pour une société de l'égalité, de la justice, enfin, voilà. Et donc, j'ai été notamment la rapportrice pour la commission femmes sur le dossier Agora, qui est un dossier budgétaire sur l'égalité. Et je pense que ça, c'est important. Je ne pensais pas un jour être rapportrice sur un dossier budgétaire, mais c'est important parce que c'est le nerf de la guerre pour les associations, et notamment c'est le budget, c'est le financement qu'on va donner aux associations des droits de défense des droits des femmes, c'est le budget qu'on va donner aux associations de défense des droits des personnes LGBT pour l'égalité, et donc c'est un dossier et un budget très important. Je vous dis, on a gagné, on a fait une proposition assez ambitieuse, on a gagné. Donc il est possible encore de gagner sur certains sujets, notamment sur la question des droits des femmes. Pour l'instant, on maintient la vie, vraiment on maintient la pression. Par exemple, sur la question de ma choix, les députés de droite, je pense que si c'était un vote secret, on n'aurait pas obtenu le même résultat. Mais là, en fait, il y a encore une pression suffisante, notamment de la société, pour qu'ils votent correctement, pour qu'ils ne s'attaquent pas frontalement, notamment au droit à l'avortement. Si je vous parle de réunions à huis clos, bien sûr que les discours et les votes seront différents, mais là pour l'instant, on a des choses plutôt positives sur ces questions des droits des femmes, sur les questions des droits des personnes LGBT. On a eu bien sûr un agenda transphobe qui se met de plus en plus en place, mais on arrive à maintenir quand même la pression.
Là où c'est plus compliqué, c'est ce que je vous disais, c'est sur la question migratoire. J'ai été notamment rapportrice sur le dossier, sur le règlement retour. Certains peut-être, certaines étaient à l'atelier hier. C'est un dossier absolument horrible. On va permettre d'envoyer des familles à l'extérieur de l'Union européenne dans des centres de retour pour des durées illimitées, parce que dans le texte, ils n'ont pas mis de durée maximum, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des familles qui vont être des années. Pour l'instant, c'est l'Albanie. Pour Giorgia Meloni, on ne sait pas encore quels pays accepteront d'avoir ces centres de retour, mais on va envoyer des familles, on va élargir les détentions, ça pourra aller jusqu'à 30 mois sur des motifs élargis. On va permettre aussi d'envoyer des personnes exilées dans des prisons de droit commun, s'il n'y a pas assez de place dans les centres de rétention. Voilà. On est aussi sur un texte qui va permettre d'avoir des fouilles domiciliaires, c'est-à-dire que sur le modèle DICE, on va pouvoir entrer chez les gens pour chercher, pour faire la chasse aux sans-papiers. Donc on traite de ces... on travaille beaucoup sur ces textes parce qu'il y a eu tout un tas de textes sur les questions migratoires qui sont apparus durant ce début de mandat. Je vous citer les pays d'origine sûre, qui dressent une liste de pays dits sûrs. Alors par exemple, les pays membres, candidats pour être membres, sont réputés sûrs. Il y a la Turquie dedans. On sait qu'il y a des reculs majeurs des droits humains en Turquie, mais c'est réputé sûr aujourd'hui. Les pays tiers sûrs, c'est ce qui va permettre de renvoyer les gens, par exemple, sans lien de connexion, que vous partez d'un point A, vous arrivez en France, vous demandez l'asile. Cette notion de pays tiers sûr va pouvoir permettre aux États membres de renvoyer la personne dans un pays seulement à la fin de transit. Vous partez d'un point A, vous passez quelques pays, l'État membre, la France va pouvoir dire mais en fait vous êtes passé par tel pays, alors on renvoie là-bas parce que vous êtes passé par tel pays. Donc voilà, c'est absolument effroyable ce qui se passe en ce moment aujourd'hui au sein du Parlement européen. Vous avez sans doute vu les vidéos où après le vote sur le règlement retour, ils se sont tous levés pour renvoyer-les. Voilà, on est à ce niveau de brutalisation, on est à ce niveau où on a une droite qui a perdu totalement la boussole. J'ai été négociatrice face à François-Xavier Bellamy, qui a fait semblant de négocier avec Renaissance jusqu'au bout, et 3 jours avant le vote, il a présenté un contre-rapport qui travaillait depuis des mois avec tous les groupes d'extrême droite, et notamment avec l'AFD allemande. Donc voilà, c'est moins réjouissant, on continue de lutter. Là, par exemple, sur ce texte, on n'a pas fini parce que les États membres, le Conseil de l'Union européenne va devoir à la rentrée voter, et les États membres auront 2 semaines pour aller contre ce texte. On sait que l'Espagne n'a jamais été pour ce texte, c'est le seul pays qui a voté contre. On sait que la France d'Emmanuel Macron, qui a toujours soutenu le texte, finalement, 2 jours après le vote, nous a dit que les centres de retour c'était inhumain et ça allait contre les valeurs européennes, donc peut-être qu'il peut faire quelque chose. Voilà. Donc on continue le combat. Il est important de rappeler, je pense que c'est vraiment notre travail sur ces, je rappelais tout à l'heure, sur ces 2 jambes activistes et institutionnelles. On arrive vraiment à faire avancer les choses au sein de l'institution, mais on maintient aussi la pression via l'extérieur par d'autres modes d'action, et vraiment c'est victoire possible. Et je pense que ce que avoir le choix nous a appris, c'est que la victoire est possible. Si on s'y prend bien, si on arrive à être coordonnés entre nous progressistes, si on arrive à faire avec la société civile, les victoires sont possibles. Merci. Alors, je pense qu'on peut vraiment applaudir Mélissa parce que, et encore, si vous voulez, parce que l'extrême droite est particulièrement mobilisée, évidemment, sur les questions de migration et d'égalité, vous l'aurez compris, mais elle est aussi mobilisée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sur des sujets d'ultralibéralisme et de dérégulation totale des règles européennes pour laisser les grandes entreprises pouvoir faire étrangères à l'Europe, pouvoir faire du business en Europe. Et je vais y revenir. La première chose que je voulais vous dire, c'est vous parler d'une victoire qui est capitale pour les écologistes. On a réussi, contre toute attente, et j'ai réussi, je dois le dire aussi sans fausse modestie, à faire en sorte de fédérer plus de la moitié des parlementaires pour un recours juridique contre le Mercosur.
Et ce recours, il faut que vous sachiez qu'il est suspensif, c'est-à-dire que l'accord ne pourra pas être signé, l'accord du Mercosur, tant que la Cour européenne de justice n'a pas rendu son avis. Et je suis allée chercher les parlementaires un par un. Il faut savoir qu'il y a des parlementaires de droite qui ont voté ce recours, des parlementaires de tous les partis. Je vais vous donner un exemple dans la commission santé où Tilly est vice-présidente. Eh bien, beaucoup se sont inquiétés de la présence de stradiol 17 dans la viande que nous apportons du Mercosur. Et le stradiol 17 est une des principales causes de cancer pour les femmes. Et c'est une substance qui a donc, une hormone de croissance qui a donc été interdite en Europe depuis longtemps. Quelle garantie nous donne la Commission européenne de faire en sorte que la viande importée ne contienne pas cette substance? La Commission européenne elle-même a fait un rapport disant que c'était impossible de le faire. Donc nous avons gagné ce recours juridique contre le Mercosur. Ça suspend la signature, nous sommes protégés quelque temps et nous allons continuer ce combat. Un deuxième sujet sur lequel nous avons gagné concerne l'industrie de l'acier. Vous savez que c'est des sujets que je porte en commerce international, comme le Mercosur. Je suis coordinatrice de la commission. Et sur l'industrie de l'acier, on a été aux côtés des syndicats. On a failli perdre l'un des deux hauts fourneaux français. Et un des sujets majeurs, c'était de protéger la fabrication d'acier en Europe. Et elle est menacée, bien sûr, par le coût de l'énergie, mais elle est surtout par les surcapacités chinoises et des formidables décisions de Donald Trump aux États-Unis. Et comment nous avons fait, c'est de mettre en place et de soutenir un mécanisme qui limite les importations d'acier produits hors Europe. Mais ce mécanisme, en plus, il est lié au fait que ça favorise l'acier vert européen, et il y a un mécanisme qui est mis en place pour faire en sorte que la décarbonation de l'industrie de l'acier soit accélérée en Europe. Donc c'est très important. Un échec, j'ai déposé un amendement pour favoriser la participation des salariés à la gouvernance des entreprises. Vous savez que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur. Nous n'avons pas réussi à le faire passer. Nous n'avons pas réussi également à faire en sorte que dans les marchés publics, qui sont consommateurs d'acier, il y ait une priorité pour l'acier européen, mais c'est un sujet sur lequel sans doute David va revenir. Nous avons réussi aussi, et là c'est une joie pour moi, vous ne pouvez pas vous imaginer, à faire en sorte qu'il y ait une amende de 200 millions d'euros, c'est pas grand chose, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important, à Chine, Temu et AliExpress. Donc, je suis contente, heureuse, c'était il n'y a pas longtemps, que le mois de juin. Et ça a été fait parce que nous avons demandé une commission d'enquête sur ces trois plateformes. Mais pas une commission d'enquête qui va durer 10 ans, une commission qui passe au radar tous les produits mis en ligne, et dès qu'ils contreviennent aux règles européennes, paf, ils payent. Et donc ça fait 200 millions à la fin, et du coup quand ils vont rentrer en bourse à Hong Kong, ils perdent beaucoup d'argent, c'est pour ça que ce n'est pas un sous-sujet. 3 € de droits de douane sur tous les produits vendus en Europe par ces plateformes, ça peut vous sembler rien, mais avant ils étaient exonérés. Donc ça va être mis en place dans les mois qui viennent, et c'est génial. J'ai d'autres dossiers, évidemment, dont je pouvais vous parler, et s'il y a des questions, je répondrai. Je suis rapportrice sur la question des critical raw materials, ce sont les matériaux critiques rares dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pas de souci, je répondrai à vos questions. Et sur la question des migrations, il y a aussi un sujet de droit de douane, etc., qui est conditionné au retour, plutôt au fait que les pays acceptent de reprendre leurs migrants, c'est formidable. Donc voilà, merci à l'extrême droite. Sur la santé, moi je me bats pour la santé environnementale et la santé des femmes. En 2025, vous avez promis en 2025 que j'allais m'occuper des détergents, bah c'est fait. Donc j'étais rapportrice sur le dossier détergents, on n'a pas obtenu tout ce qu'on veut. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il n'y aura plus d'expérimentation sur les animaux, pour les détergents. Et deuxième sujet, nous avons fait voter une sortie du phosphate dans les détergents. Ça peut paraître rien, mais l'année dernière, j'ai eu une question sur la protection des travailleurs du ménage, enfin des gens qui travaillent dans le secteur du ménage. Voici notre protection sur ce sujet, parce qu'il y a eu un article dans le Monde. Sachez qu'on a avancé grâce à ce nouveau texte. Sur l'omnibus chimie, je pense que Marie va y revenir, et je vous demande de la remercier chaleureusement, parce qu'elle a beaucoup suivi ce dossier pour moi ces derniers mois. Elle a fait un travail formidable. Je vais
simplifier au maximum pour essayer de pas trop dépasser mon temps de parole, mais quand on dit ça, généralement, on dépasse son temps de parole. Parce qu'on est en train de dépasser. Donc, simplement pour vous dire que ce dont a parlé David Omnibus, ça n'a rien à voir avec les transports, évidemment, ça vise à simplifier, soi-disant, la vie des entreprises. Sauf que c'est pas du tout ça. Parce que pour simplifier les entreprises, il y a d'autres moyens. Dès qu'il y a un nouveau règlement, faire un test sur les PME pour voir si ça marche pas, comment ils peuvent faire. Là, c'est pas ça, c'est supprimer des réglementations. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si on supprime ces réglementations, notre marché intérieur, qui est un énorme marché, eh bien, devient très poreux aux importations qui viennent d'autres pays. Sur les cosmétiques, il y a eu une tentative de la Commission européenne de faire en sorte que l'interdiction des produits, dans les produits cosmétiques, de supprimer l'interdiction de substances cancérogènes, mutagènes et qui impactent la reproduction. Et ils ont tenté le coup, tranquille, comme ça, je pense que ça va passer, mais ce n'est pas passé. Et ils ont proposé de prolonger la durée d'autorisation de ces produits de ces substances dans les produits cosmétiques. Ils ont reculé parce qu'il y a eu aussi une initiative de la société civile que nous avons portée, nous avons mené une campagne, 1,2 million, hier j'ai dit 1,2 milliard, c'était faux, c'est une fake news. 1,2 million de personnes en Europe ont signé, et c'est grâce à ça que la Commission a reculé, mais pas assez pour nous, pas assez parce qu'elle propose encore 1 an de prolongation des produits, je répète, cancérigènes, mutagènes qui atteignent la reproduction, donc nous c'est non, on votera contre. Alors, juste pour la blague, mais du coup je suis trop longue, vous savez, il dit en gros, ce qui ne peut pas être ingéré, on peut laisser des substances pourries dedans. Vous avez observé des enfants sur une plage, vous voyez vraiment qu'ils ne mangent pas la crème solaire, donc ça n'a aucun sens. Bon voilà, c'était pour vous dire, moi aussi ma crème pour les mains de temps en temps. Hein. Donc voilà, et vous dire aussi que alors qu'est-ce que je me suis perdue, donc il y a plein d'autres choses que je... Ah oui, je vais parler d'un autre truc. On a déposé un projet à la Commission européenne pour faire en sorte, et j'ai vu Jeanne Barséguin, elle était là, coucou Jeanne, pour faire que l'ordonnance verte, donc le fait qu'il y ait des paniers bio gratuits pour les femmes enceintes, eh bien cette initiative de la ville de Strasbourg portée par Jeanne, ça devienne européen. Et faire en sorte en fait que ce soit le cas pour toutes les européennes. Alors il y a un truc très important, 90% des cordons ombilicaux contiennent des substances dites toxiques. Donc ce n'est pas un sous-sujet. Ça veut dire que tous les enfants en Europe sont touchés et qu'il faut que les femmes enceintes puissent avoir accès gratuitement à une nourriture biologique. Et je vais terminer par un point qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons réussi, contre toute attente, à organiser une plénière sur l'endométriose. On a réussi aussi à... Alors, il n'y a personne d'extrême droite dans la salle, hein, je vous le dis tout de suite. On a réussi à faire voter un rapport d'initiative sur le sujet qui prévoit un plan européen de lutte contre l'endométriose. Recherche et développement, mais aussi augmentation de la prise en charge des soins. Moi qui, depuis 30 ans, subis cette maladie et qui était dans l'errance ces derniers mois, et ce qui m'a obligée à me retirer pendant quelques mois, et avec le soutien de mes collègues qui m'ont aidé à passer cette période et qui ont bossé aussi aux côtés de mes collaborateurs, que je vous demande d'applaudir. Je pense que c'est un peu plus personnel, auquel je ne suis pas habituée. 5 mois difficiles où j'ai dû... voilà. Et donc je vais continuer le combat sur ce sujet parce qu'une femme sur 10 est atteinte en Europe et qu'il est absolument nécessaire que nous prenions à bras le corps cette maladie. Si c'était des hommes, je peux vous assurer que ce serait déjà fait, il y aurait des milliards sur la table. Là, c'est des nanas en bas un, on a compris. Donc on va continuer ce combat et je vous demande encore une fois, je vous remercie encore une fois, je suis très heureuse d'être avec vous et je vous demande d'applaudir mes collègues parce qu'ils ont été d'un soutien immense. Ça fait simple. Bon, je crois que mes collègues ont monté le décor. Ce mandat est un mandat terrible, difficile, compliqué. Au moins quand je le compare avec le seul autre mandat que j'ai connu, celui de 2019 à 2024.
ça a été dit par plusieurs, la droite, le PPE, avec les 3 nuances d'extrême droite, s'ils arrivent à se mettre d'accord, créer une majorité alternative aux autres pour soit détricoter des politiques publiques que nous avions construites, c'est le cas sur les Green Deal, grand acquis du mandat précédent, c'est le cas sur les rares avancées du mandat précédent sur les questions sociales, c'est le cas sur les questions de droits fondamentaux, de droits des réfugiés et de droits humains, et ils le font régulièrement. Ça, c'est un fait. Et alors, si ce mandat est difficile, moi, je ne me sens pas solitaire. Je ne me sens pas seul. J'ai d'abord la chance d'être accompagné et aidé par une équipe, Marion, Magali, Paul, Nanda, mais aussi mais à travers eux, applaudissez aussi les collaborateurs de tous mes collègues. On a des équipes qui sont au top. Voilà. Nous avons aussi une équipe de la délégation, Alex et Mino sont présents. J'ai évidemment une pensée pour Marie, qui ne pouvait pas être parmi nous ici aujourd'hui. Nous avons une équipe mutualisée qui travaille pour la cohérence et la complémentarité de la délégation. Il n'y a pas que les équipes, il y a aussi mes collègues. Moi, quand je travaille sur la résolution qui dénonce les crimes de guerre que subissent les populations civiles dans le Sud Kivu, en RDC, et principalement les femmes qui subissent le viol comme une arme de guerre, ça fait forcément résonance et ça vient prolonger le travail que mène David à la commission policière sur ce même sujet. Quand, en ma qualité de président de la sous-commission des droits de l'homme, je porte la cause des minorités dans tel ou tel pays, ou la question des droits des femmes afghanes ou les femmes iraniennes, forcément ça vient en résonance, en complémentarité avec le travail formidable que mène Mélissa. Quand je me bats, et je ne cesserai de me battre, contre l'accord d'association avec Israël, parce qu'une clause de droit humain qui ne produit aucun effet concret finit par être une fiction. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que l'accord d'association avec Israël soit dénoncé. Ce n'est même pas une sanction, c'est juste le respect du droit européen et de nos règles. Vous comprenez bien que ça vient forcément en résonance, en complémentarité avec ce que fait Majdouli à la commission INTA où elle siège. Et quand je pense, vous savez que je travaille beaucoup sur la question palestinienne, et j'ai organisé avec des collègues non francophones un colloque sur le génocide à Gaza, nous ne traitons pas que du génocide, mais aussi de l'écocide que vivent les territoires palestiniens, et vous pensez bien que ça vient forcément en résonance avec le super travail que fait Marie sur le sujet. Donc, ce n'est pas un travail de solidaire. Nous sommes une équipe qui se complète, et ça nous permet de résister et tenir. Il vous a parlé des omnibus. Moi, je ne travaille pas beaucoup sur ce sujet. Mais en réalité, de là où je suis, c'est des bulldozers pour détricoter les politiques de transition écologique, de droits sociaux de protection de nos concitoyens et de solidarité absolue avec le reste du monde et des migrants. C'est ça que ça doit, et ça fait un droit même de son mandat. Et moi, je suis ravi, avec cette équipe, avec vos équipes, de pouvoir participer à la résistance au Parlement européen, et on ne lâchera rien jusqu'au bout. Alors, la proposition des droits humains au Parlement européen, c'est d'abord des rencontres régulières avec les défenseurs des droits humains, avec les acteurs de la justice internationale. Et il y a un sujet d'actualité qui est la protection de la Cour pénale internationale. Après avoir sanctionné les juges, et Nicolas Guillou, le juge français, ne peut même plus se payer un sandwich parce qu'il n'a plus de moyens de paiement, parce que nous avons renoncé à toute souveraineté européenne, et que quand la justice américaine le décide, nos banques sont tellement frileuses qu'elles retirent le compte bancaire et la carte de paiement à des juges à la Cour pénale internationale. Vous voyez ce qu'on a à construire en tant qu'Européens pour enfin sortir des interdépendances. Et bien, la justice américaine vient de sanctionner la présidence, donc après les salariés et les fonctionnaires, c'est maintenant la gouvernance politique. Et vous avez entendu parler du plan de pression contre le groupe global des pays africains pour qu'ils sortent de la Cour pénale. J'ai la chance et l'opportunité, je ne sais pas comment l'affaire va se finir,
de travailler sur un rapport d'initiative sur la stratégie européenne pour la protection de la justice internationale. Le rapport a été rédigé et déposé. Jusqu'à maintenant, le rapporteur PPE à la commission droit ne veut pas entendre parler d'activation du statut de blocage. Seul outil, même imparfait, qui permet de limiter l'exécution extraterritoriale des décisions américaines. Donc on va avoir un combat à mener. David l'a directement mené puisqu'il y a un avis de la commission jury où il siège sur ce propre rapport. Et donc on va se battre jusqu'au bout avec les outils qu'on a à l'intérieur de l'institution pour résister, de continuer à obtenir des sujets de progrès pour protéger la justice internationale. Mais le combat qu'on mène au Parlement européen n'aura de sens que s'il rentre en résonance avec ce que font nos élus locaux, avec ce que fait la société civile, avec ce que font les militants, et c'est ensemble qu'on peut tenir et continuer à progresser. Donc merci pour ce que vous faites. Merci, bonjour ou bonsoir tout le monde, je ne sais pas comme vous voulez. L'heure tournant. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je crois effectivement que, voilà, je vais rebondir sur le dernier mot de la question de la résistance. Et je crois que vous l'avez compris assez vite, mais on est passé d'un mandat de victoire à un mandat de résistance. Et c'est peut-être par ça que je veux commencer. Juste vous dire que revenir au Parlement européen, dans ce nouveau Parlement européen, on avait déjà commencé à perdre avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a eu des difficultés à gagner sur la restauration de la nature, puis qu'on a commencé à perdre sur l'interdiction des pesticides. On nous avait promis que ce serait du donnant-donnant avec les agriculteurs, qu'on adopterait des nouveaux OGM, qu'on autoriserait les OGM sur le territoire contre la réduction des pesticides. On a les nouveaux OGM maintenant, mais comme Tilly l'a raconté, on aura les pesticides ad vitam aeternam. Donc on est passé d'un moment où on gagnait à progressivement, et plus encore avec les élections européennes, à un moment où on recule et où notre boulot, au quotidien et d'abord, c'est de résister aux attaques qui sont portées sur les sujets qui tiennent le plus à la corde des écologistes, c'est-à-dire la question des droits humains fondamentaux et de la dignité humaine, comme l'a rappelé Mélissa, et la question environnementale, sanitaire, le climat, le respect des limites planétaires et tout ce qui coïncide. Et à cet égard, en matière de résistance, je peux vous dire que voilà, la première fois que l'extrême droite se lève en applaudissant comme si l'hémicycle leur appartient, ça fait froid dans le dos. Mais qu'en fait, au fur et à mesure, on a de plus en plus froid dans le dos. Et ce moment qu'a décrit Mélissa, où je chantais Send them home, ça a été un traumatisme, je pense, pour l'ensemble de la sphère démocratique. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que la France change de position, c'est que finalement, même eux étaient dans un état d'effroi face à la menace qui était en fait très incarnée et qui était directement face à nous. Et dans ce cas-là, je veux juste dire un truc quand même, c'est qu'en fait, quand on porte ce type de dossier, en fait, il faut du courage, il faut de l'abnégation pour les députés, pour leurs équipes. Et en fait, je peux vous dire qu'on peut être hyper fiers du travail mené par Mélissa et son équipe, parce que franchement, il fallait porter ce combat, en sachant qu'on l'avait perdu dès le début. Et voilà, et donc je veux aussi vous remercier, mais je pense que c'est important de le faire. On vit aussi des moments sympas, hein. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Et cette résistance-là, on l'a vu dès le début, hein. Enfin, je ne veux pas vous faire énumérer les nombreux reculs, mais voilà, Ursula von der Leyen n'a pas encore de collège de commissaires, elle est la seule à être investie qu'il y a déjà un recul sur la déforestation. Puis la première décision, c'est de détruire la réglementation qui encadre les entreprises sur le reporting et la transparence, mais aussi sur la question du devoir de vigilance, en enlevant quoi en premier? Eh bien, tous les plans de transition climatique qui ont fait qu'on a permis de condamner Total il y a quelques semaines, qu'on y arrive quand même, mais c'est de détruire tout ce qui est les règles d'encadrement des entreprises au prétexte de la simplification. Ils ont abandonné le mot depuis, hein, ils ont assumé, ils ont fait des tweets, tout ça, avec des photos de Van der Leyen en disant ce qu'il faut, c'est pas la simplification, c'est la dérégulation, on la veut maintenant, au moins c'est clair, nous on l'avait déjà compris, mais cette dizaine d'omnibus, il faut bien avoir en tête quand même que c'est une demande des lobbies, c'est une revendication des lobbies. Quand on s'est mobilisé en 2018, 2019, 2020, on a obtenu des victoires sur le terrain, au Parlement européen, auprès des entreprises qui ont pris des engagements, toutes les villes écolo, toute cette dynamique-là, elle a fait du mal aux pollueurs, aux destructeurs de la planète. Ils se sont recroquevillés dans leur coquille, ils ont été obligés de bouger. Et ils ont mis un petit peu d'argent, beaucoup même, et ils se sont réorganisés et sont repartis à l'offensive. Ils sont repartis à l'offensive et ils ont réussi malheureusement à convaincre
des catégories, notamment des catégories populaires à travers l'Europe, pas que en France, mais à travers l'Europe, qu'ils étaient de leur côté et finalement ils agissaient pour leur bien. On sait que c'est pas vrai. Mais c'est ça qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, on continue à avoir des forces politiques et économiques qui s'organisent main dans la main pour faire reculer tout ce qu'on a adopté depuis. Et aussi pour porter atteinte aux associations et aux droits fondamentaux derrière, mais aussi pour porter atteinte aux associations. Je dis ça parce que Mélissa a mentionné le fait qu'elle se battait pour protéger certaines associations. Il faut avoir en tête aussi qu'ils ont mis en place un comité budgétaire pour surveiller toutes les subventions européennes qui vont vers les associations. On a la même chose en France avec le contrat républicain là, pour les associations. On est dans un état de criminalisation, de surveillance, d'assèchement financier et donc en fait de mise à mal de tout ce qui fait la démocratie européenne aujourd'hui. Il faut aussi avoir en tête quand on avance, parce que ce sont les alliés qui mènent les combats dans la société civile dont nous on a besoin pour remporter des victoires institutionnelles. Donc il y a une attaque qui est organisée, qui est construite, qui est pensée, qui est alimentée par énormément d'argent et qui conduit à détruire progressivement toutes ces lois. Alors sur le social, comme le droit social n'existe pas encore vraiment, ça recule un peu, mais il n'y a pas grand chose à détruire. Mais en tout cas sur l'environnemental et sur les droits fondamentaux humains, c'est une évidence qu'aujourd'hui on n'est plus dans un moment où notre groupe, quand il se positionne, il se dit à quel point est-ce qu'on a gagné et est-ce que c'est suffisant pour répondre à l'urgence qui est là. C'est plus la question qu'on se pose et qu'on avait le luxe de se poser, et je pense qu'on n'a pas réalisé, pour les collègues qui étaient là dans le mandat précédent, on n'avait pas réalisé le luxe que c'était. Mais on est aujourd'hui dans un moment où, à chaque fois, notre groupe, parfois avec des désaccords, mais se dit, mais attends, est-ce que là, on a réussi à limiter suffisamment le recul pour apporter notre soutien? Et donc, en fait, on va de déception en déception, mais on est au courant. Ça a pris un peu de temps pour s'ajuster à la nouvelle donne, mais on est reparti au combat et je crois que vous l'avez compris. Et justement, pour répondre à ces reculs multiples, on a mis en place, on s'est organisé pour mettre en place plusieurs priorités. Il y a une priorité qui porte sur la reprise en main de l'économie. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, on est dans une reprise de l'accumulation extrême du capital entre les mains de quelques-uns, de quelques individus, mais aussi de quelques entreprises. Et donc on se bat, on mène des combats pour taxer les big tech, pour taxer les plus hauts revenus, pour réussir à protéger le système financier, parce qu'on avait changé les règles avec un gros travail des écolos après la crise financière, et puis qui sont en train de revoler en éclats, parce que les banques, elles aussi, profitent de la situation pour essayer de reprendre la main et le pouvoir, sachant qu'on a aussi des plateformes et une financiarisation qui s'accroît dans tous les domaines. Donc on mène cette bataille-là, aussi avec Mathilde, qui travaille sur les coopératives, et ce dont elle a parlé sur la question internationale. Donc reprendre en main l'économie. Deux, je pense que vous l'avez compris, mais parler beaucoup de santé, une seule santé, de la planète et des êtres humains. Je crois qu'Ili en a un peu parlé, Najmi en a un peu parlé, et c'est vrai, je vais juste rajouter un point, mais c'est vrai qu'on pense aussi qu'il faut placer de façon un petit peu centrale la question de la santé des travailleurs et des travailleuses au cœur de notre travail. On en a parlé sur les détachements, et c'est vrai qu'on travaille aussi avec notre ligne. Vous savez peut-être, ou peut-être pas, mais que, ça c'est peut-être partie des bonnes nouvelles auxquelles on peut s'attendre, mais qu'au début de 2027, la Commission européenne va faire une proposition sur laquelle on va interdire ou pas toute la famille des PFAS, ces polluants éternels, plus de 12 000 produits qu'il nous faut impérativement interdire, et qu'on l'attend. L'agence qui doit étudier les produits, les scientifiques ont dit clairement qu'il faut en sortir, et donc nous on se bat et on pousse dans cette direction-là, mais notre intuition à laquelle on travaille, et on réunit pour ça des travailleurs et des travailleuses, pompiers, ouvriers de la production, etc., de toute l'Europe, c'est d'essayer de construire le rapport de force en disant les travailleurs et les travailleuses d'abord, et en fait on a besoin de les protéger, et pour les protéger, évidemment, il faut sortir des polluants éternels. Donc ça c'est la deuxième stratégie. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était le fait de réinjecter justement cette question sociale qui a été si peu, si mal traitée par l'Europe toutes ces dernières décennies au centre, non pas seulement de la construction européenne, mais aussi de l'action du groupe dans lequel nous siégeons. Et donc il y a eu plusieurs choses, et dans ce cadre-là, un petit peu quelques avancées, mais il y a d'abord, et je m'en réjouis vraiment, une première stratégie européenne de lutte contre la pauvreté qui a été adoptée. Vous savez, l'Europe, elle a adopté des piliers des droits sociaux, tout ça, elle s'est donné des grands objectifs avec des chiffres, mais sans regarder comment on met en œuvre. Voilà, et donc les objectifs, ils n'ont pas été tenus en bas. Et donc là, on a une feuille de route qui n'est pas contraignante, donc il faut qu'on se batte encore, mais qui est assez ambitieuse sur un certain nombre de sujets. D'abord, qui réaffirme le soutien à des structures qui sont sur nos territoires et qui sont en difficulté, les territoires zéro chômeur, les banques alimentaires, etc. Ça va avoir une incidence sur les discussions budgétaires, qui fait de la participation des personnes concernées un aspect central, qui condamne la discrimination socio-économique, ou encore qui disent qu'il ne faut plus qu'il y ait de lois qui soient adoptées et qui viennent aggraver les conditions de vie les plus précaires. Et donc c'est autant de points d'appui non contraignants, mais sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour continuer à mener la bataille et qui ont été très largement obtenus
par les écolos qui ont porté ces revendications précises, mais aussi par l'intergroupe que j'ai refondé et que je préside sur la sortie de la pauvreté. L'Europe a aussi fait la question du logement, une question centrale. Alors, on dit souvent que l'Europe ne s'occupait pas de la question du logement. Elle s'occupe d'énergie, donc de rénovation énergétique, elle s'occupe des règles prudentielles, des taux de crédit, des taux d'intérêt. Donc, en fait, il y avait quand même déjà un petit peu des liens, mais là, on est en train de structurer une politique sur le logement. Je ne sais pas si c'est malin, à vrai dire, les socialistes ont voulu dire nous, on agit pour le logement, donc ils ont poussé l'Union européenne à prendre cette compétence-là. Sauf qu'on est dans un contexte dans lequel la droite, notamment la droite espagnole, est a extrêmement de pouvoir au sein du Parlement européen, mais aussi au sein des États membres. Et donc, le risque de ça, c'est qu'en fait, la politique du logement soit adoptée par l'Union européenne, ce soit une politique de construire, construire, construire. C'est leur slogan. Ça peut peut-être vous faire penser au slogan du gouvernement français, parce qu'ils l'ont adopté après, mais c'est un peu la même chose, qui va assouplir toutes les règles de construction, donc notamment les études d'impact environnemental, les règles sanitaires et d'hygiénité des logements, et assouplir les règles pour les constructeurs pour qu'ils puissent construire plus vite, avoir accès au crédit, etc. Donc, bon, on ne sait pas si l'idée des socialistes est bonne ou pas, mais on essaye dans ce contexte-là d'obtenir un certain nombre d'avancées. Et d'ailleurs, je vous invite au Parlement européen, les 14 et 15 octobre prochains, on organise un grand événement. Il n'y a pas de politique européenne des quartiers populaires, il est temps de le faire. On invite des dizaines d'acteurs des quartiers populaires européens à venir, avec Annick Essassy proposer à l'Union européenne de mettre en place cette politique-là, et on traitera aussi le logement salut. Je finis en parlant de notre groupe. Je suis vice-présidente du groupe. On essaye depuis le début de la mandature de s'organiser avec les élus de l'Europe du Sud, parce que globalement c'est avec elles et eux qu'on est le plus d'accord. Donc surtout avec les Espagnols, les Italiens, mais aussi un petit peu avec les Croates, les Slovènes, les gens d'Europe centrale. On essaie de s'organiser de sorte à pouvoir mener le bras de fer pour essayer de convaincre un peu nos collègues que bon, faut crier parfois un peu plus fort, voilà, faut se muscler un peu pour faire les bras de fer pour que voilà, ce soit un peu plus sérieux. On essaie de les entraîner, et puis au sein du groupe, je pilote un processus de social mainstreaming. On parle beaucoup de gender mainstreaming, comment on fait en sorte que dans toutes les politiques, on tienne compte de l'impact sur le genre. On a développé des outils, de l'expertise, etc. Et là, on essaie d'emmener le groupe, donc pas seulement les députés, mais nos équipes, et puis les équipes du groupe, ça fait quand même plusieurs centaines de personnes, et c'est beaucoup. On essaie d'entraîner le groupe dans cette direction-là. En gros, vous avez bien constaté, je pense, avec nos interventions, qu'on est absolument et tout à fait déterminés à continuer à porter l'ambition environnementale et climatique, mais à travers une approche qui met vraiment l'être humain et la dignité en son cœur. Merci beaucoup. Juste avant de vous donner la parole à la question, je vais évoquer vraiment très rapidement les dossiers sur lesquels je travaille. Je suis à la commission d'agriculture. Donc là, on a quand même un gros sujet budgétaire général qui impacte directement la PAC. L'année dernière, je pense que peut-être je vous en ai parlé de la nouvelle architecture budgétaire qui était une catastrophe. On a réussi en train d'essayer de l'amender assez fortement pour éviter les aspects les plus nocifs de cette nouvelle architecture qui est proposée par von der Leyen, et à l'intérieur de ça, infléchir la politique agricole commune. L'autre sujet, c'est de sanctuariser et d'augmenter le revenu des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Et puis, on a réussi à gagner un projet pilote sur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est une victoire, parce que c'est le seul projet pilote à ce jour qui a été retenu par la commission de l'agriculture. Et il fallait que ça m'ouvre par mon intermédiaire qui l'avions réclamé, donc c'est une bonne nouvelle. Gros sujet sur lequel je suis pas mal aussi, c'est les questions de la tech. J'en avais parlé dernièrement dans cet atelier, notamment sur le copyright et l'intelligence artificielle. Depuis, le texte a été adopté, c'est plutôt un bon texte. Le problème, ce n'est qu'un rapport d'initiative, donc ce n'est pas un texte réglementaire. Or là, on est en train d'assister, on a un omnibus numérique qui est en train de déréguler la réglementation anti-big tech, anti-GAFA, pour les Américains, mais aussi les géants de la tech chinoise. Et là, il y a quand même un gros risque de régression par rapport à ces législations, qui ira même plus loin que ce qu'on avait voté à la mandature, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le RGPD qui est menacé. Le RGPD, c'est la protection des données personnelles. Et donc, au nom de l'innovation de l'IA, il y a la tentation de déréguler notre protection personnelle pour pouvoir filer de la data pour développer de la façon dont ils le souhaitent la tech. Gros sujet sur l'économie circulaire, avec un gros sujet de la dernière nature sur la lutte contre l'obsolescence prématurée, le réusage, la réparabilité. Là, on arrive un peu à un texte qui va arriver, dont je serai rapporteur dans la commission marché intérieur, protection des consommateurs, sur le fait de
massifier cette stratégie économique, l'économie circulaire avec des risques. Le risque principal, c'est du côté de la droite et de l'extrême droite. Pour l'économie circulaire, c'est surtout recycler. Il faudrait qu'on ne change pas la matrice même de la façon de produire, c'est qu'on explique que c'est pas grave de faire du plastique puisqu'on va le recycler. Ça ne marche pas, mais je passe sur les détails. Si vous voulez en parler, ce sera avec plaisir. Un autre texte qui concerne y compris ce que disait Valérie sur l'acier, qui est un texte de réindustrialisation de l'Union européenne, où on essaye d'y inclure un concept qu'on porte depuis longtemps, nous les écolos, qui est celui du protectionnisme vert et d'un Buy European Act, un Buy European Green Act. Vous entendez à mon accent à quel point je maîtrise la langue anglaise, et je vous remercie de constater mes progrès en la matière. Pour finir, vraiment pas être trop long, je suis très heureux d'avoir obtenu dans la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs une mission officielle du Parlement européen, du coup, sur la vie chère dans les Outre-mer. On a fait cette mission en Martinique pour constater peut-être des choses que vous avez à l'esprit, des situations de trust et de monopole dans ces territoires qui expliquent en très grande partie pourquoi la vie est plus chère là-bas, et c'est un héritage évidemment colonial. Et donc faire toucher du doigt cette réalité pour des collègues non français, c'était important pour pouvoir s'attaquer à cette situation de rente économique spécifique à ces territoires dits ultra-marins. Voilà, j'ai pas très court. Maintenant, la parole et les questions sont à vous. Les questions ou remarques, il nous reste une demi-heure à peu près, donc on a un peu de temps pour papoter. Il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé, mais pourtant on fait l'actualité sur l'accord États-Unis-Union européenne. Donc vous avez peut-être à l'esprit avec le Lucas de Trump de dire maintenant vous avez des droits de douane, mais moi j'en ai zéro, et Ursula von der Leyen qui a validé ça depuis l'été dernier, depuis le Parlement européen, hélas, a trouvé une majorité pour valider cette affaire, ce qui est à mon avis et à notre avis une très mauvaise idée. Mais bon, peut-être ça vous intéresse d'en parler, la question géopolitique, tout un tas de sujets, mais voilà, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des prises de parole? L'idéal, c'est que vous arriviez à parler assez fort pour qu'on vous entende avec tout le monde, et si vous êtes plus à l'aise avec le micro, pas de problème, on gère le micro. On va essayer de faire un garçon du fil, On commence par Rémi. Déjà, merci pour votre travail au Parlement européen et au-delà. Moi, j'ai une question qui est un peu particulière, c'est-à-dire que la droite, en fait, on l'a quand même connue assez tenant à un cordon sanitaire. Et moi, je me souviens d'une époque où le PPE allemand était capable de dire non, c'est hors de question, on ne travaillera pas avec l'extrême droite allemande. Ça s'est lentement dégradé, et du coup, c'est plutôt une question de témoignage. C'est comment vous l'avez aperçu, cette lente dégradation, justement, de ce cordon sanitaire au sein du Parlement européen. Merci. Je propose qu'on prenne plusieurs interventions, et puis comme ça, après, on passe. Moi, j'ai une question sur les institutions. Je ne vais pas vous forcer à pousser votre voix, donc je me permets de l'amener. Moi, j'ai une question sur l'institution, les institutions européennes, qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on n'ait pas de régression possible, en fait, comme les omnibus. Gagner des élections. Ok. Alors, Merci pour vos interventions. Moi, c'était une question, quelles sont les actions diplomatiques pour la paix, en général dans le monde? On est quand même assez proche de la Première Guerre mondiale, les conflits qui sont en cours. Et puis, il y avait une petite pensée pour Michel Rivasi, il parlait de von der Leyen, qui était soupçonné quand même de profit pendant le Covid. Voilà, est-ce que ça a débouché sur quelque chose ou voilà, ça lui a abandonné? Il y a l'euro numérique qui est arrivé. Il y a eu l'euro numérique qui est arrivé, donc qu'est-ce que ça a donné comme débat? Quelles sont les problématiques, comment vous les avez vues? La problématique de la forêt, bon, forcément, vous l'avez vu, ça ne marche pas. Et voilà, et surtout, en fait, je pense que vous vivez exactement ce qu'on a vécu nous avec l'NFP en législatif. C'est une coalition tout sauf la gauche, où voilà, la droite qui se serait perdue, en fait, refuse simplement la gauche, refuse des avancées sociales, etc. Et préfère l'extrême droite à l'humanisme. Merci. Et une dernière attention pour elle. Moi, vu que je viens de la Pologne, j'ai une question. Nous, on constate depuis, concernant l'égalité homme-femme,
vu que nous, depuis plusieurs mois, on constate une très forte mobilisation des manosphères. Et pour changer le concept d'égalité hommes-femmes, comme quoi les féministes ont gagné déjà trop de droits pour les femmes, et maintenant ce sont les hommes qui sont discriminés. Donc maintenant, il faut s'occuper surtout des droits des hommes pour réégaliser les droits. Et nous, on a ce discours-là extrêmement fort en ce moment, ce avec quoi on se bat. Est-ce qu'on voit la même chose? C'est l'équipe de la féministe. Mélissa, je te propose, si d'accord, après vous allez vous débrouiller pour la première fois. Par rapport à la première question. Ok, sur la question du cordon sanitaire, on a vu la bascule au fur et à mesure. Il y a bien sûr, il y a eu ce qu'on a appelé la résolution du Venezuela. C'est la première fois où la droite a ouvertement travaillé avec les extrêmes droites, c'est-à-dire c'est une résolution sur le Venezuela. Les progressistes sont entrés dans la salle pour négocier, et là la droite leur a dit ben non mais c'est bon, on a trouvé un accord avec l'extrême droite. Et c'était un choc, et notamment ça a été un choc pour, je pense pour les socialistes. Eux, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre la nouvelle donne et ce que faisait la droite. Sur la question de notamment le contexte allemand, je parlais tout à l'heure du règlement retour. Quand on a appris que François-Xavier Bellamy, en fait, depuis des mois, travaillait notamment avec l'AfD, on se dit, on va utiliser ça. Parce que normalement, il y a un tabou en Allemagne, la CDU ne peut pas travailler avec l'AfD, donc on a vraiment poussé, on a communiqué avec nos collègues allemands, eurodéputés allemands, ont essayé vraiment de pousser ça dans le débat public. Et en gros, ce que la droite allemande a répondu, c'est non mais nous, on ne travaille pas du tout avec l'AfD. De toute façon, on votera ce texte. Et ce que nous dit la droite aujourd'hui, c'est mais nous, on ne travaille pas avec l'extrême droite, mais s'ils ont un agenda commun avec nous, bah, ils votent comme nous. Et moi, personnellement, au sein de la commission femmes, je l'ai vu très vite. C'est-à-dire que, et c'est vraiment, quelqu'un a dit tout sauf la gauche. Et vraiment, ce truc-là, c'est-à-dire que je suis, comme je vous disais, je suis négociatrice au sein de la commission femmes, et c'est vraiment une commission que j'appelle de valeur. C'est-à-dire que c'est là où l'extrême droite, pour la première fois, a envoyé beaucoup de membres. Il n'y avait personne avant dans cette commission, c'est l'une des commissions les plus progressistes du Parlement européen depuis toujours. Et en fait, leur stratégie pour ce mandat, ça a été d'envoyer beaucoup d'eurodéputés pour essayer de faire avancer leur agenda masculiniste, etc. Et en fait, dès le débat, on a vu que la droite utilisait l'extrême droite pour obtenir des victoires. Dès le départ, par exemple, on nous a écarté des négociations. Normalement, les Verts ont toujours été dans les négos autour de la table. Et là, la volonté, la demande de la droite dans cette commission a été de dire bah, si on accepte, donc la left, on refuse, c'est l'équivalent des souverainistes. De l'AfD pour nous, on veut les deux autour de la table. Et si vous voulez que les Verts viennent négocier, alors il faut accepter ECR. La négociatrice ECR en femme, c'est Laurence Trochu, qui est l'une des historiques de la Manif pour tous. Autant vous dire que les socialistes et Renaissance et Renew ont dit bah non, on ne veut pas négocier avec ECR, notamment le pire d'ECR. Donc voilà, ça a été aussi cette mise au banc de la LEF. Le cordon sanitaire, finalement, maintenant pour la droite, s'applique à la LEF et au fur et à mesure, s'applique aussi aux écologistes dans certaines commissions, notamment en l'idée, là où ils peuvent vraiment avancer leur agenda avec l'extrême droite. Et c'est vraiment ça, ils nous l'ont dit dès le départ, ils étaient assez clairs. Je me rappelle d'une interview de François-Xavier Bellamy dans le Figaro qui dit bah, pendant 5 ans, ils ont eu une majorité, ils nous ont fait la misère parce qu'ils ont pu avoir des victoires, et bien, à nous maintenant d'imposer notre agenda, et si on doit le faire avec l'extrême droite, on le fera. Et voilà, c'est ça l'état d'esprit, je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ils nous disent bah, si vous ne voulez pas aller dans l'autre sens, de toute façon, on a une majorité alternative avec l'extrême droite. Et on fera avancer, quoi qu'il arrive, notre agenda sur le climat, notre agenda anti-climat, notre agenda anti-migration, anti-féministe, etc. Sur la question de la manosphère, on ne voit pas trop ça pour le moment. Ce qu'on voit surtout, en fait, l'extrême droite en ce moment, notamment au sein de la commission de femmes, avance avec un autre récit.
l'une de leurs grandes obsessions, notamment, c'est le retour des femmes blanches à la maison sans faire des bébés blancs. Et donc, le récit là qu'on nous sert, c'est attention grand remplacement par des populations qui sont un danger pour les droits des femmes. Et en fait, il y a vraiment un travail de judo en ce moment de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre nos mots, ils vont reprendre nos thématiques sur la justice, sur l'égalité, mais pour viser les communautés. Alors, attention, les populations musulmanes, les populations immigrées sont un danger pour les femmes parce que nous, on s'intéresse vraiment aux droits des femmes, aux droits des personnes LGBT. Et vous savez, en fait, les migrants vont représenter un danger pour les femmes et les personnes LGBT. Et il y a vraiment un retournement de situation où ils vont utiliser nos thématiques. Et par exemple, les conférences qu'ils donnent, c'est protection des femmes contre les personnes transgenres. Parce que les personnes transgenres seraient le grand danger pour les femmes. Et pour l'instant, ils n'ont pas un discours clairement, ils n'osent pas, au sein de la condition femme, avoir ce discours masculiniste qui dit que les hommes seraient mauvais, etc. Là, pour l'instant, on est dans un truc un peu plus pernicieux sur leur discours au sein de cette commission. Merci. William McQueen. N'hésitez pas si vous avez Oui, des réponses. sans plonger plus que ça sur le cordon sanitaire. D'abord, il ne faut pas dissocier ce qu'on peut vivre au Parlement européen de ce qui se passe dans nos pays et dans la société. Il y a d'abord une proximité idéologique de plus en plus en faveur de l'extrême droite. Très sincèrement, vous avez vécu la campagne européenne entre les propos de François-Xavier Bellamy et de Jean Maréla, pour ne citer que ces deux-là, il y avait quand même une proximité importante. D'abord, il y a ça. Je pense que l'extrême droite fait une erreur fondamentale. Ce n'est pas en imitant le programme de l'extrême droite qu'on arrivera à bloquer l'extrême droite. Donc ils sont dans sa surenchère. Donc il y a une attente de la part des populations sur la question de la migration, sur la question écologique, et il faut qu'on réponde pour pouvoir ne pas baisser d'élection après élection. Ils font une erreur. Je pense que ça prépare le tremplin. Les citoyens ont toujours préféré l'original à la photocopie. Ils font une erreur fondamentale. Il y a la progression dans l'institution de l'extrême droite. En fait, aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant. Quand on a dit sur les voix du PPE, on voit des différentes opinions d'extrême droite, ça peut faire majorité face aux autres. Et ils disent, dès le début, ils disaient de manière très étendue, nous, on a été élus, on est le premier groupe de l'institution, on a été élus pour faire appliquer notre programme. Peu importe la lecture, on fait voter. Et donc, à chaque fois que l'occasion sur un texte, quel qu'il soit, on peut obtenir une majorité, parfois avec les libéraux et les socialistes, parfois avec les syndicats, peu de nos rapports, on y va, et c'est complètement assumé dans certaines commissions. Moi, je suis suppléant à la commission du développement. 6 mois avant la fin de la mandature de 2024, il y a des rapports qui ont été votés et des rapports qui reviennent tous les ans. Par exemple, la recommandation du Parlement européen sur une réunion des États-Unis sur tel ou tel secteur. Tous les ans, le Parlement européen envoie une recommandation. Il y a 6 mois avant la fin de la mandature précédente, le rapporteur était du PPE. On a voté un texte majoritaire plutôt progressiste sur les questions sociales, environnementales, transition écolo. Et 6 mois après l'élection, un rapporteur PPE dit l'inverse de ce que parfois un collègue qui siège encore à ses côtés avait dit 6 mois avant. Donc on est dans le délire le plus total. Sur les initiatives de paix, en tout cas la thématique des initiatives de paix, à vrai dire, je dois avouer que je n'ai pas compris la question, mais plutôt du thème. Je ne sais pas de quoi on fait référence. Si c'est l'initiative de Trump pour reconstruire Gaza, je dis que ce n'est pas une initiative de paix. Et c'est plutôt une manière de faire le projet de promotion nucléaire anti-rêve sur la bande de Gaza et de squeezer l'ONU et le rôle de l'ONU en la matière. Si c'est ce qui se passe dans les deux grands conflits, pas les seuls, les deux grands conflits qui occupent notre attention, c'est-à-dire l'Ukraine et Gaza, moi je ne dissocierai jamais l'idéal de paix, je ne vais jamais dissocier l'idéal de paix et la justice. Donc, tout ce qui serait initiative de paix, sans mettre la justice, le respect des droits internationaux, des peuples à l'autodétermination, la condamnation des agressions et des guerres de territoire, pour moi, ce n'est pas un processus de paix. Donc, nous écolos, je termine, on ne va pas débattre, on n'aura pas le temps. Donc, moi, oui, les écologistes, à chaque fois qu'il y a une possibilité de construire la paix et d'arriver à ce que les conflits soient résolus de manière non violente, dans le respect des droits internationaux, dans le respect des peuples, dans la réparation juste apportée aux victimes des violences, tu as raison qu'on aborde les uns et les autres. La question en RDC,
On veut que la responsabilité de Kigali soit engagée, que le M23 soit sommé d'arrêter ses exactions, que l'Europe arrête d'importer des minerais rares et précieux qui n'existent pas sur le sol du Rwanda, mais qui viennent plutôt de la RDC, et qu'on donne une réparation aux victimes des viols, et que la justice soit rendue. Donc notre boussole, c'est celle-là, paix, droit, respect des victimes, réparation, quel que soit le conflit dans le monde. Je vais répondre sur la question du cordon sanitaire. En fait, le problème, alors moi je vous pose le contexte, moi j'ai siégé face à Marine Le Pen pendant 5 ans au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Ça fait 26 ans maintenant, c'est mes 26e jour DPP, que je suis chez les écologistes et je fais plein de campagnes différentes pour plein de gens différents. Et toujours face à l'extrême droite qui montait dans notre région. Donc, on les connaît bien. Je peux vous assurer que leur stratégie, je suis capable, en tout cas à ce personnel et mes collègues, c'est pareil, parce qu'on s'affronte à une extrême droite très dure en France, on arrive à les voir venir. Sauf qu'au Parlement européen, y compris par rapport au groupe écologiste, eh ben, ils avancent masqués. Et donc la droite européenne, des fois, elle dit « Ah oui, j'aimerais bien discuter avec vous de tel texte, et peut-être on pourrait trouver un compromis. » Ils font perdre du temps, et à la fin, ils votent avec l'extrême droite sur des mesures complètement réactionnaires et conservatrices. Donc c'est ça aussi le problème. C'est qu'on se retrouve dans une situation où ils avancent masqués et que le PPE joue ce double, la droite européenne joue, les conservateurs européens jouent ce double jeu. Et moi, j'ai des tas d'exemples où, en fait, je me suis retrouvée en commission commerce internationale avec des votes loufoques, mais vraiment loufoques, où ceux qui viennent en France dire qu'ils protègent les travailleurs favorisent la dérégulation qui va faire qu'on aura plus d'importations venues de l'étranger et en plus qui détruisent notre santé et notre économie. Donc ça, c'est très important de le savoir. Je termine juste sur un truc. Au début, tout à l'heure, j'ai évoqué un truc un peu j'allais dire, compliqué ou je sais pas quoi, en tout cas un peu rébarbatif, disons-le comme ça, qui c'est le recours juridique contre le Mercosur. Ça peut paraître rien, mais en fait, des fois, on arrive à dépasser ce carcan. C'est-à-dire qu'on arrive à rattraper par les cheveux des parlementaires de droite de tous les pays, on les rattrape par les cheveux parce qu'il y en a un qui est vétérinaire, parce qu'il y en a un qui est médecin, parce que l'autre, il y a beaucoup d'agriculture chez lui, il y a une région agricole. Et ce travail est un travail de titan, mais on continuera à le faire quel que soit le dossier. Et quand on gagne à 10 voix près, je peux vous assurer que Metsola, la présidente du Parlement européen, elle est médusée. Et ça nous amuse beaucoup. Et d'ailleurs, Ursula a bien été condamnée par l'action de Michel Rivasi. Voilà, donc elle a gagné et on était très contents pour elle. Voilà. Et ces restes ont disparu, ils ont disparu quoi. Enfin, donc voilà, bon, c'est la vie. Non, changer l'Europe pour y introduire le principe de non-régression, oui, mais de toute façon, on est pour une convention citoyenne pour réformer l'Europe vers plus de fédéralisme. On veut changer les compétences, empêcher les droits de veto qui empêchent d'avancer. La Hongrie, elle a quand même beaucoup pesé, et sur les questions fiscales, mais pas que. On avait l'habitude que ce soit le Luxembourg, par d'ici, et alors, voilà, qui bloquent, les pays frugaux qui bloquent. Là, ça a été la Hongrie, et notamment sur des questions comme Gaza, etc., qui étaient vraiment, voilà, vraiment en train d'essayer de bloquer tout le reste de l'Union européenne. Donc on veut changer ça, on veut un traité environnemental pour les limites planétaires, le plancher social, le donut, etc. Donc oui, bien sûr, on se bat, c'est pas l'heure du jour. Enfin, voilà, non, mais, et c'est pas l'heure du jour, pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour de vrai, c'est parce qu'il y a une volonté politique, mais malheureusement, entre les mains de ceux qui veulent déprimer l'Europe, la détruire. Et donc si on ouvre ce chantier-là aujourd'hui, en fait, on va y perdre et pas y gagner. Et malheureusement, c'est aussi le défi auquel on est confronté. On est en difficulté, même pour proposer parfois des réformes, parce qu'on se demande si on ne va pas leur donner des idées, d'éléments qu'il faudrait détruire. Donc, sur la politique sur l'eau, on essaye de ne pas trop pousser, parce qu'on se dit qu'ils vont détruire. Sur la forêt, on essaye de tenir au maximum sans bouger, donc on a réussi à tenir. Quoi. Enfin, ils ont reporté l'application et ils ont enlevé le cuir. Mais on a tenu le reste, quoi. Donc, voilà. On essaye aussi de faire attention aux idées qu'on donne, parce que ça peut être vraiment la déconfiture. L'euro numérique, il porte très mal son nom. En fait, on dit euro numérique parce qu'on veut trouver une alternative aux solutions numériques
porté par les Américains, parce que c'est quand même ça, Visa, Mastercard et compagnie, et qui soit garanti directement par une instance publique, donc la Banque Centrale Européenne. Ça ne veut pas dire que les billets papier vont disparaître, donc ça, il faut juste vraiment bien le dire aux gens. Et on a évidemment soutenu, parce que c'est plus de souveraineté, mais aussi plus de capacité d'orienter l'argent vers, par exemple, des activités de la transformation écologique et sociale, et donc c'est toujours important. Pour rajouter et finir sur la question du cordon sanitaire et surtout de la CDU, parce que c'était sur ça que posait ta question, en fait, il y a un espèce de curseur au sein de la droite européenne, quoi. Les pires, je pense que vous l'avez peut-être intuité quelque part, les pires, c'est les Français. Les Français, ils se font régulièrement taper sur les doigts de leur état-major allemand, parce qu'ils sont trop proches de l'extrême droite et qu'ils copient trop près avec l'extrême droite dans le Parlement européen. Donc il y a cette réalité-là. Et c'est vrai qu'on s'attendait à ce que de l'autre côté, on ait les Allemands. Parce qu'en Allemagne, ils ont cette AfD avec qui c'est assez honteux de baptiser. Mais en fait, la CDU a mené une politique de communication extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'elle arrive à baptiser sans se faire prendre les doigts dans la prise par la presse et les médias allemands. Et par contre, ils arrivent à faire porter le chapeau aux verts allemands. Quand par exemple, ils votent avec nous sur le Mercosur, et donc comme l'extrême droite, parce que l'extrême droite aussi allemande est contre le Mercosur, et bien du coup la CDU allemande arrive à faire en sorte que les médias jettent l'opprobre sur les verts qui sont du côté de l'extrême droite, tandis qu'elles qui baptisent pour de vrai, qui s'organisent, alors que nous pas du tout, avec l'extrême droite, et bien sentir les mains propres. Et donc ça c'est assez terrible, et je regarde déjà, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est la petite dame avec un t-shirt vert qui est devant, qui a porté le témoignage sur la Pologne. Elle milite en Pologne depuis des décennies, je peux vous dire que franchement c'est pas de la tarte, et donc on a beaucoup de chance de la voir. Mais aujourd'hui, ce sont les droites polonaises et hongroises qui tiennent le mieux la droite européenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez eux, ils sont en concurrence directe avec l'extrême droite, et surtout, ils ne veulent pas être vus en train de baptiser avec eux. Et donc finalement, ce sont ces droites-là qui sont nos meilleurs alliés dans le cortège du cordon sanitaire. Et je veux juste finir pour de vrai en disant, je vous ai dit, on accueille des gens sur les quartiers, on accueille des gens sur les PFAS et tout. Ma conviction vraiment, c'est que pour continuer à porter l'écologie politique, on ne peut pas être seulement dans le jeu institutionnel, ni même dans le jeu des idées, il faut continuer à faire vivre. Je veux vraiment partir des gens. Je crois qu'on a un boulot vraiment massif et un boulot qui prend du temps, du travail de terrain. Et donc je ne veux pas seulement féliciter les équipes par le européen, mais aussi les équipes sur le terrain qui font ce travail-là, qui tisser du lien pour faire venir des gens. Et je crois que c'est aussi notre boulot de faire entendre d'autres voix qui ne sont jamais entendues dans les instances européennes.